Je crois que nous avons affaire à des professionnels. D'après Galilée, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. À travers cette capsule, nous allons aborder un chapitre de ce livre, la cellule. Pour introduire cette vidéo, observons le schéma suivant qui représente une cellule. Vous voyez au centre ce qu'on appelle le noyau, qui contient l'ADN, autour de son noyau le cytoplasme, et ce qui va délimiter la cellule de l'extérieur, la membrane plasmique. La taille d'une cellule est d'environ 10 micromètres, ce qui correspond à 10 puissance moins 5 mètres. Alors la question qu'on va se poser, c'est la suivante. Pourquoi peut-on dire que la cellule est l'équivalent de l'atome pour les biologistes? Vous vous rappelez, je vous fais apparaître ici la représentation d'un atome, avec en son centre le noyau et autour les électrons. La taille d'un atome est d'environ 0,1 nanomètre, ce qui correspond à 10-10 mètres. Donc vous voyez que le rapport des tailles, l'atome est 100 000 fois plus petit que la cellule. Pour répondre à cette question, nous allons d'abord voir les appareils qui ont permis aux scientifiques de voir l'infiniment petit, c'est-à-dire les microscopes. Ensuite, nous aborderons la théorie cellulaire et enfin, nous nous intéresserons à la membrane plasmique. Comment les scientifiques ont observé l'infiniment petit? Remontons dans le temps et le premier nom que l'on va retenir, c'est Zacharias Janssen. En effet, c'est le premier qui a construit un microscope. Donc ici, vous avez l'oculaire et là l'objectif. Donc ça a eu lieu en 1595. Un peu plus tard, en 1170, on va retenir le nom de Robert Hooke, qui a utilisé le matériel suivant. Donc vous reconnaissez ici un microscope, il ressemble légèrement à celui que j'utilise au lycée. Ici, vous avez l'oculaire, l'objectif, le tube optique, et là l'objet ou le spécimen à observer. Et remarquez ici, ça c'est le système qui permet d'éclairer avec une lampe à huile un ballon d'eau qui permettait de faire converger les rayons issus de la lampe à huile au niveau du spécimen à observer. Et Robert Hooke, qu'est-ce qu'il a observé? Il a observé du liège, et voici le croquis qu'il a retranscrit de ses observations, et c'est le premier qui va utiliser le terme de cellule. En effet, cette observation du liège, vous voyez qu'on voit apparaître des petits compartiments qu'il a appelés donc cellules. Nous allons faire un bond dans le temps jusqu'en 1933. Où là, vous avez la photographie de ce qu'on appelle un microscope électronique. En effet, c'est Ernst Ruska qui l'a inventé en 1933. Un autre bond dans le temps jusqu'en 2012. Donc voici la première image de la double hélice de l'ADN qui a été réalisée grâce à un microscope électronique. Donc le trait que vous voyez ici, qui est légèrement flou, ça c'est donc un brin d'ADN. Là, vous avez la partie qui va être zoomée et on voit un peu plus là la double hélice de l'ADN. Et en tête, vous voyez là, ça c'est l'échelle. Ce petit trait là correspond à 20 nanomètres. Donc c'est vraiment très petit. Donc grâce au microscope électronique, on arrive à avoir une très bonne résolution. Quelle est la résolution des différents microscopes utilisés? Alors voici un schéma qui va nous permettre de répondre à cette question-là. Mais au préalable, définissons ce qu'on appelle la résolution. La résolution, c'est la plus petite dimension visible. Alors nous allons commencer par l'œil, donc ce n'est pas un microscope, mais l'œil environ, il peut voir des objets de la taille de 1 mètre jusqu'à 10-4 mètres, donc 0,1 mm. Ensuite, maintenant, parlons du microscope optique. Sa résolution va être comprise à peu près entre 5 mm et jusqu'à 2-10-7 mètres, donc 200 nanomètres. Cette résolution-là permet de voir des fourmis, des cheveux, des cellules et même des bactéries avec les microscopes les plus performants. Passons maintenant au microscope électronique. Donc lui, il aura une résolution comprise à peu près entre 50 micromètres et jusque quelques angstroms. Et là, ça nous permet de voir les objets encore plus petits, tels que les virus, la double hélice de l'ADN et même des grosses molécules. Donc les atomes sont encore plus petits, donc eux ne vont pas pouvoir être visibles par un microscope et encore moins les électrons. Quelles sont les différences entre les deux grands types de microscopes? Donc je fais apparaître ici une image où l'on voit ici donc le microscope optique tel que vous utilisez en cours de SVT. Et donc là, l'image d'un microscope optique d'une cellule végétale, enfin de plusieurs cellules végétales, séparées ici chaque fois par une paroi. Maintenant ici nous avons la photo d'un microscope électronique avec ici l'image obtenue d'une cellule. Voici un petit tableau qui va nous résumer les différences entre ces deux grands types de microscopes. Tout d'abord, commençons par le rayonnement. Pour un microscope optique, on va utiliser la lumière visible, c'est la lumière que nos yeux perçoivent. Par contre, pour un microscope électronique, on va utiliser un faisceau d'électrons qui nous permet d'obtenir une plus petite résolution. Ensuite, le milieu dans lequel va se faire la mesure, c'est dans l'air pour le microscope optique, par contre c'est dans du vide pour les microscopes électroniques. Les lentilles qui vont être utilisées seront en verre
pour les microscopes optiques, et par contre ce sont des lentilles dites électromagnétiques. En fait, ça va être des bobines et des condensateurs qui vont pouvoir dévier, concentrer des faisceaux d'électrons. Le grossissement. Alors pour un microscope optique, on va avoir un grossissement x2000 au maximum. Et par contre, ça va être x2 millions pour un microscope électronique. Ce qui nous permet d'avoir des résolutions de 0,2 micromètres pour un microscope optique et jusqu'à 0,2 nanomètres pour un microscope électronique. Qu'est-ce que la théorie cellulaire? La théorie cellulaire est l'une des découvertes fondamentales dans le domaine de la biologie. Elle repose sur 3 postulats. Le premier, c'est tous les êtres vivants sont toujours composés d'au moins une cellule. Donc là, je vous fais apparaître une photo d'un organisme vivant unicellulaire qu'on appelle la paramécie. Vous voyez la taille, c'est à peu près 200 micromètres pour une cellule. Et par exemple, si je prends un humain, un enfant, lui va être constitué d'environ 50 milliards de cellules. Ensuite, deuxième postulat, la croissance d'un être vivant est un processus dans lequel des cellules se forment par division cellulaire. Voici une image représentant donc cette division cellulaire où à partir d'une seule cellule, ils vont se former 2 autres cellules. Et troisième postulat, la cellule est une entité vivante qui peut se reproduire et échanger avec l'extérieur, et c'est l'unité de base du vivant. Quelle est la constitution d'une cellule? Donc je fais apparaître le schéma de la cellule qu'on avait vu en début de vidéo, avec ici donc le noyau qui contient l'ADN, donc le message génétique. Ce noyau baigne dans un liquide qu'on appelle le cytoplasme, et la membrane plasmique est la frontière entre la cellule et l'extérieur. Alors ça, c'est une représentation simplifiée. Pour aller plus dans le détail, je vais vous faire apparaître ici la représentation d'une cellule végétale et d'une cellule animale. Alors regardez qu'est-ce qui est en commun et qu'est-ce qui les différencie. Alors tout d'abord, ce qui est en commun, c'est que les 2 cellules vont contenir un noyau. Le noyau, on va le retrouver dans les 2 cas. Ensuite, le cytoplasme aussi, on va le retrouver dans les 2 cas. Donc c'est le liquide qui est présent dans la cellule. Ensuite, on va retrouver aussi la membrane plasmique dans les 2 cas. Et par contre, vous voyez une première différence. Pour les cellules végétales, il va y avoir une paroi cellulaire qui est absente pour les cellules animales. Ensuite, nous allons retrouver, à part le noyau, ce qu'on appelle des organites tels que la mitochondrie, aussi bien dans la cellule animale que dans la cellule végétale. Par contre, uniquement dans la cellule végétale, on va retrouver des chloroplastes et des vacuoles. Mitochondrie, vacuoles et chloroplastes, on appelle ça des organites, c'est-à-dire des organes présents dans la cellule. Quel est le rôle de la membrane plasmique? Alors, je fais apparaître ici un schéma de cette membrane. Voici donc là, c'est l'épaisseur de la membrane qu'on appelle bicouche phospholipidique. Alors bicouche, pourquoi? Parce qu'en fait on a 2 molécules phospholipidiques, donc là, il y en a une là et une là, donc ce terme de bicouche. Le rôle de la membrane, en fait il y en a 2. Le premier, ça va être de séparer le contenu cellulaire de l'extérieur. Donc imaginons que ce soit à l'intérieur ici de la cellule et à l'extérieur, donc c'est une frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Le deuxième rôle de cette membrane plasmique, ça va être de permettre des échanges et des communications de façon contrôlée, donc entre l'intérieur et l'extérieur. Et notamment, ce qui va jouer ce rôle-là, c'est ce qu'on appelle les protéines transmembranaires, c'est-à-dire c'est des protéines qui vont permettre le passage ici de molécules d'eau ou d'ions. Comment la bicouche phospholipidique permet-elle de séparer l'intérieur de l'extérieur de la cellule? Voici une représentation de cette molécule phospholipidique. Donc ici, vous avez la formule chimique et là, la représentation des différents atomes qui constituent cette molécule. D'abord, nous allons nous intéresser par la partie du bas qui est constituée uniquement de carbone, ce que vous voyez ici en noir, et en blanc d'hydrogène. Donc on appelle ça des longues chaînes carbonées, et ces longues chaînes carbonées ont la particularité d'être hydrophobes, c'est-à-dire qu'elles n'aiment pas tout ce qui est aqueux à base d'eau. Par contre, la partie du haut, avec ici en rouge les atomes d'oxygène, en jaune l'atome de phosphore, et en bleu l'atome d'azote ici. Donc les atomes d'oxygène comportent des doublés non liants. Ici cet oxygène-là va être chargé négativement et ici l'azote est chargé positivement. Donc tous ces éléments font que la tête, elle, va avoir une propriété d'être hydrophile, c'est-à-dire qu'elle va être attirée par les molécules d'eau. En résumé, cette molécule phospholipidique, on peut dire qu'elle a une tête hydrophile qui est attirée par l'eau et 2 queues hydrophobes qui n'aiment pas du tout l'eau. Ces molécules vont se positionner ainsi, c'est-à-dire que ici ça va être l'intérieur de la cellule, donc le cytoplasme qui est à base d'eau, et au-dessus donc la partie externe de la cellule qui est aussi à base d'eau. Donc ainsi les têtes des molécules vont se situer au-dessus et en dessous. Et entre les têtes donc les parties, les queues hydrophobes. Donc tête hydrophile,
en haut et en bas, et au milieu, les queues hydrophobes. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une bicouche, c'est-à-dire qu'en fait on a deux molécules qui sont associées, donc deux couches de molécules. Et on estime que l'épaisseur de cette bicouche phospholipédique est d'environ 7 nanomètres. Pour conclure, revenons à la question qu'on s'était posée lors de l'introduction et qui était la question suivante: pourquoi peut-on dire que la cellule est l'équivalent de l'atome pour les biologistes? Pour répondre à cette question, je vous fais apparaître un schéma ici qui représente de la matière inerte, donc des fils de cuivre qui constituent les câbles de l'alimentation de l'appareil électrique. Imaginons que l'on zoome sur un morceau ici du fil de cuivre, donc on va voir la structure cristalline du métal cuivre, c'est-à-dire la façon dont les atomes sont positionnés les uns par rapport aux autres. Et maintenant, zoomons sur un atome, on va voir qu'il est constitué d'un noyau, lui-même constitué de protons et de neutrons, et autour de ce noyau vont graviter les électrons. Maintenant, faisons la même chose pour de la matière vivante. On prend l'exemple d'un lion, donc les biologistes appellent ça un organisme vivant. Zoomons sur une partie du lion, on va voir par exemple ici le foie, qu'on appelle un organe, et zoomons sur une partie du foie, on va voir ce qui le constitue, c'est-à-dire la cellule, qui elle-même est constituée de noyaux, entourée par un cytoplasme et délimitée par une membrane plasmique. Donc vous voyez qu'on peut bien faire l'analogie entre ces deux éléments de base, l'atome est l'élément de base de la matière inerte, et la cellule est l'élément de base de la matière vivante. Alors, sachant que, vous voyez, dans les deux cas, aussi bien pour l'atome que pour la cellule, ces deux sont eux-mêmes constitués d'autre chose. Mais ça n'empêche qu'on appelle ça les éléments de base de la matière. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bon vent les scientifiques. C'est de toute beauté.